Bonjour, nous nous retrouvons dans mon jardin aujourd'hui, à nouveau sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, qui fait partie de mes compétences, que je ne mets plus en service actuellement car j'ai changé de voie professionnelle. Mais en fait, pour ceux qui me connaissent depuis déjà quelques temps, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie pharmaceutique en tant que responsable d'information médicale. J'ai une formation de biologiste à la base avec un diplôme ensuite d'informatique documentaire, et donc je me suis formée à être capable de faire de la recherche documentaire sur les bases de données et de faire des synthèses scientifiques assez poussées. Et donc j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique en 80, un peu avant les années 2000. J'avais déjà une bonne expérience en 2001 époque où j'ai commencé à être responsable d'information médicale dans les labos où je travaillais. Cette position m'a permis de travailler avec le département médical, qui était le département où j'étais rattachée, et puis de travailler avec les personnes qui étaient responsables de l'écriture des protocoles pour les études cliniques, des tests, des nouveaux médicaments. Et donc, alors, dans les labos, on ne travaillait pas sur le test sur l'animal, c'est quelque chose qui était fait bien en amont, et en fait la compagnie pour laquelle je travaillais enquêtait faisait de la veille sur ce qui se passait sur les produits qui étaient testés chez l'animal, et à partir de ça démarrer, en fait acheter la molécule, le brevet, et démarrer les études cliniques chez l'homme. Donc la première étape en phase 1, on était sur des volontaires sains qui en général étaient aussi gérés par d'autres structures prestataires, et puis ensuite on passait à la phase 2 et la phase 3 qui étaient les études d'efficacité, et surtout pour vérifier que ce qui avait été fait en phase 1, pour savoir si le traitement était safe, était sécurisé, ne provoquait pas d'effets secondaires. Donc dans la première, on testait la dose qui était nécessaire, efficace, et qui ne présentait pas un profil de risque important, pour commencer à évaluer la balance bénéfice-risque. Et en fait, sur les phases 2 et les phases 3, avant lancement de produit, ce qui était testé ensuite, c'était justement l'ajustement de cette balance bénéfice-risque sur l'efficacité. Puisqu'en phase 1, on est sur des volontaires, donc le bénéfice n'était pas mesurable, c'était juste une étude de dose pour savoir à quelle dose le médicament était sûr et n'allait pas causer des dommages chez la personne qui allait le prendre. Et ensuite, recrutement de personnes qui étaient malades de manière à voir l'efficacité. Mais donc en ajustant l'efficacité avec le risque que pouvait encourir en fonction des effets secondaires un médicament. L'importance de ce protocole est générée par le fait que même si la personne est malade et qu'il n'y a pas de traitement pour la soigner, il ne faut pas aller causer quand même plus de dommages chez elle que si on n'employait pas le médicament. D'où la balance bénéfice-risque. C'est ce qui fait que beaucoup de médicaments sont interdits chez la femme enceinte parce que pas testés, et que on ne connaît pas le risque chez ces personnes-là, et donc on va dire par défaut chez la femme enceinte on n'utilise pas ce médicament. Voilà. Pour ce même principe de balance bénéfice-risque et ce qu'on appelle le principe de précaution, qui devrait être respecté dans tout développement d'une nouvelle molécule ou d'un nouveau médicament, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. Et ensuite, on voit apparaître le stade de la phase 4,
qui a lieu après le lancement et qui correspond à des études sur une grande population. Dans un médicament qui est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, il y a un grand potentiel sur l'étude de phase 4 parce que il y a énormément de gens qui souffrent d'hypertension et qui vont avoir besoin de ce médicament, donc la surveillance au niveau statistique est vraiment intéressante. Après, c'est plus compliqué de mener des phases 4 sur des pathologies rares. En l'occurrence, on ne mène pas d'études cliniques sur ces pathologies-là parce qu'on n'a pas assez de patients à faire entrer dans l'étude pour les observer. Mais donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu le schéma de développement en fait du médicament. Je ne suis pas allée en profondeur parce que ça prendrait beaucoup plus de temps, mais sur une petite vidéo, ça vous en dit déjà beaucoup. Alors après, on parle beaucoup. Depuis 1 an et demi, il a été beaucoup suggéré de mener sur certaines molécules des études qu'on qualifie de études en double aveugle versus placebo. Je vous explique un petit peu rapidement ce que ça veut dire. C'est que quand on est sur du double aveugle, ça veut dire que les deux catégories de personnes qui sont recrutées pour faire cette étude ne sont pas au courant, ni l'une ni l'autre, de ce qu'elle va suivre comme protocole. Donc en double aveugle veut dire qu'il y a 2 traitements qui vont être administrés. Quand c'est versus placebo, ça va être un placebo d'un côté et de l'autre côté le médicament à tester. Ensuite, il y a des études en double aveugle versus la molécule qui a déjà été lancée, par exemple. Dans une pathologie, on ne développe pas un médicament pour le mettre sur le marché sans vérifier qu'il a plus d'efficacité ou au moins autant d'efficacité que celui qui est déjà sur le marché. Donc on commence par une versus placebo et ensuite on compare à ce qu'on appelle la molécule de référence qui est déjà autorisée. Alors l'intérêt c'est que si la molécule de référence a beaucoup d'effets secondaires, on va essayer de chercher une molécule qui va en avoir moins en ayant la même efficacité, ou alors on a un médicament qui est sur le marché et qui marche bien, mais il y a encore des gens qui ne sont pas traités avec et donc on va développer un autre processus, enfin une autre molécule pour essayer de réussir à soulager ces personnes qui ne sont pas soulagées par le premier. Donc il va falloir démontrer sur le deuxième qui arrive une efficacité meilleure que sur le premier, ou alors démontrer une efficacité meilleure dans une catégorie de patients particuliers. Tout ça est écrit dans le protocole et doit être très détaillé. Pour avoir vraiment travaillé dans ces processus pendant longtemps au niveau des départements médicaux des industries pharmaceutiques où j'ai travaillé, je peux vous dire que la plupart du temps, quand on n'arrive pas à obtenir une validation de l'efficacité du médicament sur une étude en double aveugle, qu'elle soit versus placebo ou versus traitement de référence, si on n'arrive pas à quelque chose de vraiment intéressant, l'industrie pharmaceutique ayant énormément investi pour développer ce médicament, elle va chercher quand même à aller jusqu'au bout de ce développement. Et en fait, je vous mettrai des références si vous le souhaitez après la vidéo. Mais par exemple, vous pourrez aller voir ça. Les premiers antidépresseurs qui ont été autorisés par la FDA aux États-Unis l'ont été non sur une étude en double aveugle versus placebo, puisqu'il n'y avait rien avant, donc ça ne pouvait être comparé qu'au placebo. Mais ce ne sont pas ces études-là qui ont servi à autoriser les premiers antidépresseurs à la FDA quand ils sont arrivés sur le marché. C'est une étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, qui a été construite à partir de plusieurs études en double aveugle, et on a compilé les données pour arriver à prouver une efficacité. Ce qui fait que un grand chercheur de Harvard d'ailleurs a écrit un bouquin sur ça, un livre que j'ai trouvé un jour à la bibliothèque de pharmacie du boulevard de l'Observatoire à Paris, en bonne place. En bonne place. Ce livre en fait démontre avec des statistiques d'analyse
que en fait les antidépresseurs sur les études qui avaient été faites versus placebo ne montraient que 2% maximum d'efficacité supérieure par rapport à un placebo, et que donc ces études-là ne suffisaient pas à les autoriser sur le marché. Donc il a été construit à partir de toutes ces études une ou plusieurs méta-analyses, je ne sais plus ça par contre combien de documents ont été fournis, mais donc un processus de méta-analyse qui a fait la moyenne en fait des paramètres qui avaient été décidés dans les protocoles de chaque étude, et les antidépresseurs ont été premièrement autorisés par la FDA aux États-Unis, c'était leur première autorisation mondiale à partir d'une méta-analyse. Donc, et c'est le cas d'un certain nombre de médicaments qui ont été autorisés aussi sur ce même processus, parce que au moment des études cliniques, on s'est aperçu qu'il y avait un biais dans les critères qui avaient été choisis, au niveau des centres de recrutement par exemple, les critères n'avaient pas été respectés, pas en tout cas, ne collaient pas vraiment de manière éthique avec le protocole, ou alors on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on développe qu'en fait on a inclus une catégorie de population qui va justement empêcher de savoir si le traitement est efficace, parce que ces personnes-là ne seront pas répondantes du tout. Et donc à partir de ça, l'industrie pharmaceutique l'a fait bien des fois. Là je ne peux pas vous donner d'exemples spécifiques sur d'autres molécules que les antidépresseurs, mais celui sur les antidépresseurs, en plus vous pouvez vraiment le vérifier, vous pouvez lire le livre du chercheur de Harvard que je vais vous mettre aussi en référence dans la vidéo. Mais donc en fait à chaque fois qu'un processus de développement amène des résultats d'études qui ne sont pas concluants, de toute façon derrière les équipes vont aller faire des compilations en méta-analyse pour voir si ils peuvent aller jusqu'au bout et lancer le produit. Le problème c'est que en plus en général un produit quand il arrive sur le marché, il a été en moyenne testé chez à peu près 500 personnes, ce qui amène quand même par rapport à la population qui sera amenée à prendre le médicament une information qui est quand même très faible sur réellement la réussite du traitement et le fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est pour ça que de toute façon il y a des structures qui ont été mises en place pour surveiller les effets secondaires une fois que les médicaments ont été lancés. Voilà, donc étant donné que dans ce contexte de crise actuelle depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, on a beaucoup parlé d'études cliniques en double aveugle, on a beaucoup parlé de médicaments qui n'étaient pas efficaces, pour lesquels on considérait que les études menées n'étaient pas suffisantes pour considérer qu'ils avaient une efficacité. J'espère que les informations que je vous ai apportées sur le processus de développement vont vous aider à peut-être tirer vos propres conclusions et puis vous amener à avoir un esprit critique sur certaines informations qui vous ont été données et qui vous posent question sur voilà, les différentes voix qui s'élèvent par rapport à ces molécules. Et donc je vous laisse avec cette information. Surtout si par rapport à ce que je vous ai raconté vous avez des questions, n'hésitez pas, venez faire des commentaires sur ma chaîne YouTube, ou plutôt si vous avez vraiment des questions précises par rapport à ce que j'ai dit et que vous souhaitez avoir des vraies réponses, envoyez-moi un email. En passant, vous trouverez aussi sous la vidéo le lien vers mon site internet et mes coordonnées. Voilà, donc envoyez-moi un email avec votre question si vous avez des questions précises, et j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre voilà, et le plus éthiquement possible et avec le plus possible d'informations. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai intéressé avec ce sujet un petit peu particulier qui est très différent de ce que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne YouTube. Et puis continuez à alimenter votre santé et cultiver votre microbiote. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.